Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez Magistral, c'est la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Moi je m'appelle Sabining, soyez à tous les bienvenus. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble un pont exceptionnel. Ce pont, c'est une construction phare qui attire les regards du monde entier. Des médias étrangers l'appellent déjà l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Ce pont, qui se dresse sur l'estuaire de la rivière des Perles, va relier, écoutez bien, la Chine continentale, Hong Kong et Macao. On sait tous que l'année 2017 marquait le 20e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong. La construction de ce pont entraînera de nombreuses possibilités pour les 3 régions qu'il relie. Notre invité d'aujourd'hui est un témoin direct de la construction du pont depuis le début. Applaudissements, s'il vous plaît, pour l'ingénieur en chef du projet de la structure principale du pont Hong Kong, Zhuhai, Macao, Monsieur Su Chuanke. Monsieur Su, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous tous. Asseyez-vous. Eh bien tout le monde, regardez-le bien. Voici l'homme qui est derrière l'une des nouvelles merveilles du monde. En fait, vous vouliez venir ici en tenue d'ingénieur, mais votre épouse était totalement contre. Elle a dit qu'il fallait aller à la télé avec des couleurs vives. Elle m'a apporté cette chemise de Guangzhou. Madame Su lui apportait spécialement une chemise dont elle trouve la couleur vive. Une chemise rose. Oui, elle est venue de Guangzhou en avion ce matin pour me l'apporter. Mais pourquoi ne pas en acheter une ici? Ça coûte beaucoup moins cher. La vérité, c'est que Madame Su voulait aussi venir vous écouter parler sur le plateau. Oui. Et surtout, vous vouliez faire comprendre à Madame Su ce que vous aviez fait. Oui, parce que nous ne travaillons pas dans le même secteur. Elle ne sait pas ce qui se passe exactement dans mon métier. En fait, Madame Su sait parfaitement ce que vous faites. Mes collègues lui ont demandé « Savez-vous ce que fait Monsieur Su dans son métier ?» Et elle a donné une réponse très précise. Il déplace des briques. C'est ça? Oui, on peut dire comme ça. On joue à un jeu de construction. Un jeu de construction. Lorsque l'on évoque le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao, les gens croient que c'est seulement un pont qui traverse la mer. Dans les faits, c'est plus compliqué. Un seul pont ne suffit pas. Parfois, il faut aussi des tunnels sous-marins et des îles artificielles. Des îles artificielles? Oui, ce sont des zones transitoires entre le tunnel et le pont. Et puis, il faut relier les 2 bouts du pont avec le réseau routier. Il faut construire aussi des postes frontières et des installations d'inspection. Cela nous donnera l'impression de faire un tour de montagne russe. On roulera au-dessus de la mer et paf, on passera dans un tunnel sous-marin. Oui. Et puis on remontera au-dessus de la mer. Oui. Et entre les ponts et les tunnels, ce sont des îles artificielles. Oui, oui. C'est vraiment difficile à imaginer. Mais on a préparé une vidéo pour vous donner une idée précise de ce projet magnifique. C'est parti, regardez l'écran. En fait, aucune caméra n'a pu donner une vue d'ensemble du pont. Oui, parce qu'il fait 55 km de long. 55 km. Il faudrait filmer depuis plus haut, avec un drone ou un satellite. Oui. Comme ça, on pourrait avoir une vue d'ensemble du projet. C'est vraiment magnifique. Ça nous donne beaucoup d'inspiration. Oui. Pas étonnant qu'on le qualifie d'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Tout ça, c'est grâce à Monsieur Su, son équipe et de nombreux constructeurs qui ont créé ensemble ce miracle. Et maintenant, je vous donne la parole. Bien. Applaudissements pour Monsieur Su et bonne séance. Bonjour à tous.
Le 2 mai 2017, la construction des 6 km de tunnels sous-marins et des 55 km de ponts a été complètement achevée. Ça fait déjà 35 ans que l'idée de construire un passage sur l'estuaire de la rivière des Perles a germé. Pourquoi on a voulu construire ce pont? D'abord, de relier les rives est et ouest de la rivière des Perles, et ainsi favoriser la complémentarité des industries. Ensuite, ce pont permettra à Hong Kong d'accroître son influence vers la rive ouest de la rivière des Perles, voire la région ouest du Guangdong. Quand on a construit ce pont, on a aussi fait des enquêtes sur la côte ouest des États-Unis, dans les baies près de San Francisco, où se trouvent, comme tout le monde le sait, Stanford et la Silicon Valley. La largeur et la longueur de cette zone sont similaires à celles de l'estuaire de la rivière des Perles, soit une soixantaine de kilomètres. Pendant la première phase de développement dans les années 60-70, 5 ponts ont été construits. Or, sur l'estuaire de la rivière des Perles, au sud de Roumen, il n'existait aucun pont dans cette région économiquement très importante. Construire un tel pont était donc nécessaire. Mais la construction est très difficile. L'estuaire de la rivière des Perles fait plus de 60 km de longueur et aucune construction n'avait été entreprise avant sur cette zone. On avait très peu d'informations sur les conditions géologiques et hydrologiques et les risques de sinistres naturels. De plus, à Hong Kong, Macao et dans le Guangdong, les systèmes politiques et administratifs, les normes techniques et les monnaies sont différents. Donc il y avait beaucoup de problèmes qui se dressaient pour construire un tel pont. Même si l'on souhaitait mettre en place un projet de pont-tunnel moins compliqué, il y avait tout de même beaucoup d'études à faire. Il fallait démontrer que le projet était techniquement réalisable, sans impact sur l'environnement et aussi économiquement rentable. Le travail préparatif a duré 7 ans. Dans ces 3 régions, on a sélectionné 13 personnes et 2 chercheurs à mi-temps à Hong Kong et à Macao, pour établir un bureau de coordination du travail préparatif chargé d'étudier la faisabilité. On devait concevoir un plan qui tiendrait compte des besoins respectifs des 3 régions, des normes adéquates, des difficultés, ainsi que des contraintes et impacts sur l'environnement. Par exemple, la première question a été de définir le tracé à suivre. En fonction du réseau routier et des besoins ultérieurs en logistique, les Hongkongais voulaient accueillir le pont à San Shouwan, près de l'aéroport de Hong Kong. La province du Guangdong voulait que le pont relie l'île de Hang Tin pour accélérer son développement. Or, l'île de Hang Tin est à l'ouest de Macao. On sait que Macao a une petite superficie, moins de 20 km², avec seulement la péninsule de Macao, l'île de Taipa et l'île de Koloan. Macao était inquiet. Si un pont se dressait au-dessus de la ville et la divisait en deux, ça poserait des problèmes pour les futurs projets de construction. Si on construisait un tunnel en direction de l'île de Hang Tin à travers la péninsule de Macao et l'île de Taipa, ça n'irait pas non plus. Macao aurait du mal à construire un métro dans le futur. On a parcouru les côtes de Macao sans trouver le terrain idéal. Déçus, nous sommes repartis. Avant d'arriver au poste frontière de Zhuhai, c'est-à-dire entre Macao et le poste frontière de Gongbei à Zhuhai, on a trouvé un terrain. On l'a mesuré avec nos pas, il faisait environ 70 mètres, et il était parfait. On se demandait si on pouvait construire à Gongbei un tunnel souterrain qui rejoindrait ensuite l'autoroute vers le continent. Comme ça, Macao ne serait pas affecté. Et cette route pourrait également conduire vers l'île de Hang Tin, à travers le pont de Hang Tin. À partir de ça, on a conçu notre projet. Il fut soumis ensuite à l'examen des experts et il a été au final accepté par les 3 régions. Le tracé du pont a ainsi été décidé en premier. Juste après avoir établi un tracé acceptable pour les 3 parties, on a découvert en cherchant sur le net que quelques mois auparavant, la région que le pont traverserait avait été désignée zone de protection des dauphins blancs de Chine. À ce moment-là, il n'existait encore que très peu d'études dans le monde sur le dauphin blanc, et nous ne maîtrisions pas le sujet. Il a donc fallu constituer une équipe de recherche pour savoir quel serait l'impact de notre projet sur les dauphins blancs. Quand le pont serait achevé, est-ce que les dauphins pourraient encore vivre tranquillement sans risquer l'extinction? Les chercheurs ont fait plus de 300 sorties en mer et ont pris 300 000 photos. On a marqué environ 1200 dauphins blancs de la zone pour comprendre leur comportement. Quand un bateau arrive devant un dauphin blanc, ce dernier ne voit presque rien.
C'est par écolocalisation qu'il sait s'il y a devant lui un obstacle. Les travaux pouvaient produire des chocs très graves, susceptibles de perturber leur sonar et de les rendre aveugles. Si c'était le cas, ils risquaient de mourir à tout moment dans une collision. Donc on a mis en place un ensemble de mesures, d'abord observer, puis faire évacuer. On a produit des sons qu'ils détestent pour les faire partir. Une fois sûr qu'il n'y avait aucun dauphin dans un périmètre de 500 mètres, on a commencé les travaux en respectant de strictes règles techniques. C'est comme cela qu'on a assuré la protection des dauphins blancs. Aucun dauphin blanc n'a été blessé durant nos travaux. Leur nombre a même augmenté ces dernières années. Après le tracé, c'est le plan de construction. Vous savez sans doute pourquoi on a choisi de construire un pont. C'est parce qu'on a de l'expérience, et surtout car ça coûte moins cher. On a aussi la plupart des équipements nécessaires, donc le pont a été notre premier choix. Ce tracé est influencé par beaucoup d'éléments environnementaux. Le chenal principal de l'estuaire de la rivière des Perles se trouve juste sous les couloirs aériens pour les avions en phase de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Hong Kong. Un pont à haute portée aurait pu affecter les vols. Donc la hauteur du pont devait être limitée. Et puis ce chenal est très fréquenté. Chaque jour, plus de 4000 bateaux passent par là. Si on construisait un pont à courte travée, il ne répondrait pas aux besoins du passage des bateaux. Donc on a décidé de construire un tunnel. Normalement, pour construire un tunnel sous-marin, on creuse une tranchée dans le fond marin et on pose les éléments de tunnel et enfin on couvre l'ouvrage. Son poids est soutenu avec la poussée et il n'y a pas une grande exigence en termes de souille. Pour laisser passer les pétroliers de 300 000 tonnes, il faut une profondeur d'eau d'au moins 30 mètres. Donc la tranchée doit être faite à 50 mètres pour que le tunnel puisse être recouvert. C'est très profond. La couche de cet enrobage atteint une bonne dizaine de mètres de hauteur. Avec l'augmentation de la charge, le lit doit être plus solide. À l'échelle internationale, ce genre de tunnel sous-marin est presque impensable. Beaucoup de pays ne maîtrisent pas la technique nécessaire et les pays qui la maîtrisent ne veulent pas nous la céder. Quand on met les éléments de tunnel sous l'eau, un équipement peut régler automatiquement la jonction. Il se nomme EPS. Après avoir développé nous-mêmes cet équipement et alors qu'on allait le fabriquer, une entreprise étrangère nous a accusés de violation de brevets. Ils disaient que leur technologie avait été brevetée en Chine 6 mois avant et que le coût de transfert serait très élevé. Ou alors, on devait leur confier les travaux. Dans les deux cas, les coûts de construction et d'installation étaient trop élevés pour nous. On n'a pas eu d'autre choix que de développer un système alternatif. Or, l'innovation n'est jamais facile. Le 2 mai 2013, on a remorqué notre premier élément de tunnel préfabriqué à son lieu d'installation en mer. Bien sûr, on avait fait beaucoup d'exercices, mais une fois sur place, l'installation a été très difficile. On a essayé 2 fois, mais ça n'a pas fonctionné. On l'a ramené et essayé encore une fois, mais ça n'allait toujours pas. Plus de 90 heures se sont écoulées. La période optimale où la météo, les vents et les marées convenaient allait bientôt passer. Les conditions s'aggravaient petit à petit. C'était un grand défi pour les équipements et le personnel qui travaillaient depuis déjà 90 heures. Devrait-on continuer ou pas ? On ne voulait pas avoir de regrets et on a essayé encore une fois. Enfin, au bout de 96 heures, on a mis en place le tronçon conformément aux exigences. À cause de la météo rude en mer, les travaux ne pouvaient se dérouler que pendant la moitié de l'année. On a été obligé de trouver une solution. Après avoir préfabriqué tous les éléments en béton, on les remorque en mer avec nos grands équipements et on les installe directement en mer, comme dans un jeu de construction. C'est une manière de construire à grande échelle, comme dans une usine avec sur la ligne d'assemblage des composants standards. Souvent, on se moque du génie civil. On dit que c'est juste déplacer grossièrement des briques. Maintenant, la fabrication et l'installation sont aussi précises que dans la production industrielle. On peut concevoir de grands composants sans souci. Par exemple, pour construire un pont d'acier de 23 km de long, il faut 420 000 tonnes d'acier. Cela suffit à construire 10 stades nationaux de Beijing ou 60 tours Eiffel. Comment fabriquer les poutres caissons en si peu de temps?
Eh bien, on a développé une ligne de production automatique avec des robots qui faisaient la soudure. Les poutres caissons étaient réalisées dans l'usine avec une grande minutie. On a la meilleure ligne de production de poutres caissons au monde. En 2015, sur le détroit de Fehmarn, entre le Danemark et l'Allemagne, la construction d'un tunnel sous-marin était en étude. Quand le projet fut publié, il disait que s'il fallait construire un tunnel de 18 km de long avec des poutres caissons, seule la Chine pouvait fabriquer une structure de ce volume. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao devait servir pendant 120 ans. Il y a un institut de recherche dans le sud qui étudie la durabilité depuis les années 90. Déjà en 1987, il a construit à Zhantiang un laboratoire d'essais climatiques des matériaux. Chaque année, on a mis là-bas des échantillons de pierre et du béton armé qui seront plus tard utilisés dans notre projet. Quand nous avons démarré le projet, nous avions déjà une vingtaine d'années de données avec lesquelles on a établi notre propre plan de conception sur la pérennité de l'ouvrage, ce qu'on appela le modèle Hong Kong-Zhuhai-Macao. Ainsi, on a résolu le problème de la durabilité de la structure en béton armé pour 120 ans, au moins dans le sud de la Chine. Dans les années 80 et 90, les Japonais ont construit le grand pont de Seto. Il est devenu le modèle de tous les ponts maritimes du monde. Entre les années 90 et 2000, le Danemark a construit aussi des projets de très bonne qualité. On a beaucoup appris de ces expériences. Au bout de 14 années d'efforts, notre équipe a développé un système de normes techniques spécifiques au pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. On a souhaité perfectionner ce système de sorte qu'il devienne une nouvelle norme pour les projets de pont-tunnel en Chine. La grande baie entre le Guangdong, Hong Kong et Macao est en fait le point de départ de la route de la soie maritime. On espère qu'avec la construction de ce pont, les ponts et les normes chinois pourront se faire connaître dans le monde entier. Merci. Applaudissements encore une fois pour Monsieur Su. Merci. Asseyez-vous. Vous avez dit, avant de monter sur le plateau, une phrase qui a beaucoup touché notre équipe. Monsieur Su a dit « Je ne m'attendais pas à faire ce projet de l'âge de 40 ans jusqu'à la cinquantaine ». Pour les ingénieurs, réaliser un projet d'envergure fait partie de leur devoir. Mais la plus grande fierté qu'ils peuvent obtenir, c'est d'établir une norme à travers ce projet. Quand les autres ingénieurs voudront faire un projet du même genre, ils devront se référer à la norme conçue. Oui. Les normes sont très importantes. Quand la Chine mène des projets à l'étranger, il faut respecter les normes étrangères, les normes anglaises par exemple. Et parfois, il faut utiliser leurs logiciels, leurs matériaux et leurs équipements, donc vous ne faites que travailler pour eux. Oui. Si nos normes peuvent être validées à l'étranger, on pourra aussi exporter nos matériaux et équipements. Vous aurez votre mot à dire. Oui, les produits en amont et en aval pourront tous être exportés. Oui. Non seulement nous aurons notre mot à dire, mais toute une ligne industrielle pourra aller à l'étranger. Pendant votre discours, les spectateurs ont écrit des questions. La première, je vous la lis, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un incendie dans le tunnel? C'est une bonne question. Dans un tunnel sous-marin, il faut faire attention à deux choses. L'une, c'est la ventilation, cela concerne les incendies. Et quand il y a un incendie, il faut s'assurer que le tunnel ne soit pas abîmé. Sinon, l'eau entre et ça devient catastrophique. Mais l'eau peut éteindre le feu, non? Oui, le feu est éteint, mais on se transforme tous en raviolis. L'intérieur est inondé. Oui, c'est ça. Ça ne va pas. Si l'eau entre dans le tunnel, elle menace la sécurité des personnes et pose aussi un problème de surcharge qui peut détruire le tunnel. Un effondrement.
Oui, deuxièmement, quand il y a un feu, comment l'éteindre? Et comment les personnes à l'intérieur peuvent-elles fuir? L'évacuation? Je suis le concepteur. Par exemple, sur une voie de secours d'urgence tous les 67 mètres, les gens peuvent courir dans différentes directions. Dans ce cas, comment les ventilateurs fonctionnent? Doivent-ils souffler dans la même direction? Quand doit-on démarrer les extincteurs automatiques? S'ils démarrent trop tôt, les vapeurs blesseront les gens. Mais s'ils démarrent trop tard... Eh bien, ils ne pourront pas contrôler le feu. On a fait beaucoup de recherches sur un incendie éventuel dans un tunnel sous-marin et la manière de contrôler séparément les fumées et la température. Mais il n'y avait pas de données préexistantes dans le monde. À Zhangzhou, au Fujian, on a construit un modèle de 150 mètres de long à taille réelle. On a fait des expérimentations pendant plus de 2 ans, en simulant tout genre d'incendies possibles, des plus petits aux plus graves. On a collecté les données et on en a dégagé des règles. Elles sont précieuses, même à l'échelle internationale. Oui, parce que personne n'avait fait ça. En connaissant les origines possibles, le développement des incendies, les règles de secours d'urgence et celles de l'évacuation, on a conçu des plans et on a établi des normes. La question suivante, ça vient aussi d'un spectateur. Quand les travaux seront terminés, est-ce qu'on pourra organiser un marathon Hong Kong-Zhuhai-Macao? C'est une très bonne question, parce que la longueur de l'ouvrage est de 42 km. Je veux dire la partie en mer. Ah bon, la partie en mer? Oui, la partie en mer, entre les postes frontières de Zhuhai et de Hong Kong, ça fait exactement 42 km. Waouh, c'est vrai? Alors ça, c'est une sacrée coïncidence. Oui, une compétition va effectivement être organisée avant la mise en service du pont. Les préparatifs sont d'ailleurs presque finis. Et j'espère que vous viendrez nombreux. À présent, on va laisser la parole aux 6 jeunes représentants du public. Vous avez des questions pour Monsieur Su, je crois. Bonjour, je viens de Shaoxing. Je m'appelle Lo Ye. Vous travaillez pour le pont Rongkrong-Zhuhai-Macao depuis 14 ans. Pouvez-vous nous décrire la plus belle scène que vous avez vue lors de ces 14 années? La plus belle scène, le lever du soleil. Lorsqu'une courbe apparaît sur l'estuaire de la rivière des Perles. Et c'est encore plus imposant quand on regarde du pont Tinzhou. Oui, cette courbe-là. Voilà, exactement. Le pont Tinzhou est le plus proche de Hong Kong parmi les 3 ponts à haubans. On l'a nommé le nœud chinois. Et pourquoi on lui a donné ce nom? Parce que c'est un pont qui relie 3 régions. Ouais. Un lien non seulement physique, mais aussi psychologique. C'est comme un nœud chinois, mais en moins compliqué. Quand je suis à 200-300 mètres du nœud chinois et que je vois une courbe si puissante qui se lance au loin, je la trouve vraiment magnifique. C'est très beau. Merci. Comme on dit, vous admirez le paysage depuis le pont, nous vous admirons depuis le sol. Vous devez admirer tous les constructeurs. En 2018, une fois que le pont sera mis en service, vous pourrez tous aller sur le pont admirer l'œuvre créée par de nombreux constructeurs. C'est vraiment formidable. Vraiment. Allez, question suivante. Bonjour, je viens de Zhuhai. Je m'appelle Wang Yuan. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez investigué entre 2003 et 2009. J'ai trouvé un reportage de l'époque. C'était le 2 avril 2005. Oui, je me souviens de ce jour-là. Oui, à l'époque, environ 100 experts et dirigeants ont participé à cette réunion. Vous étiez aussi présent, c'est ça? C'est sûr. Bien sûr. C'est l'ingénieur en chef. En 2003, j'étais en CM2. Quand j'étais au collège, mes professeurs de chinois, maths, physique et politique parlaient tous du pont Rongkrong-Zhuhai-Macao. Au lycée, j'ai aussi beaucoup appris. Des actualités sur ce pont. Oui, c'est la fierté de tous les habitants de Zhuhai. On est fiers quand on en parle. On espère que ce pont sera mis en service le plus tôt possible. Vous avez quel âge? 25 ans. Ah, ce pont que vous attendez depuis toute petite sera bientôt mis en service. Oui. J'ai l'impression que mon rêve sera bientôt réalisé. J'ai l'impression que vous êtes plus excité que Monsieur Su. Je voudrais poser une question très concrète. Quand les voitures rouleront sur le pont, la circulation sera à gauche ou à droite?
Ah oui, c'est vrai, à Hong Kong, la circulation est à gauche. Macao aussi. La circulation est à gauche. Oui. Mais chez nous, la circulation est à droite. Oui. Je me rappelle, quand je suis allé à Hong Kong la première fois, j'ai pris un taxi et je me suis endormi à l'arrière. Et quand je me suis réveillé, eh bien j'ai eu super peur. Je me suis dit, mais il est où le chauffeur? Il est à droite. Ouais. Et après une petite sieste, eh bien j'avais oublié que le chauffeur était assis à droite. L'habitude de circulation, ça pose vraiment un problème. Oui. C'est un problème et il concerne directement la sécurité. Mhm. Oui. Alors on va suivre l'habitude de quelle partie? Quand on a construit le pont, sur les 42 km en mer, dont les 12 km à Hong Kong, la circulation est à droite. Mais dès qu'on passe le poste frontière de Hong Kong, à travers un genre d'échangeur, la circulation passe à gauche. À Macao aussi, c'est après le poste frontière que la circulation change. Ah, à la limite de Hong Kong et de Macao, sous leur juridiction, que les règles de circulation changent. Oui. Tandis que sur le pont, C'est toujours à droite. selon les règles de la partie continentale. Oui, oui, oui. C'est pareil pour les voitures ayant deux plaques d'immatriculation. Il y en a beaucoup à Hong Kong, elles peuvent rouler sur la partie continentale de Chine, mais dans ce cas, elles doivent rouler à droite. Oui, à droite. Actuellement, il n'est pas autorisé d'avoir à la fois une plaque d'immatriculation de Hong Kong et une de Zhuhai. On peut avoir une de Hong Kong et une de Macao, mais c'est très cher. Oui. Dans le futur, nous les gens ordinaires, comment on fera pour aller sur le pont? C'est une chose qui intéresse tout le monde. Cela vient de l'époque où il n'y avait pas le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao. Oui. Avant, seuls les commerçants pouvaient avoir deux plaques d'immatriculation. Quand le pont se construisait, les autorités locales ont organisé des recherches pour son meilleur usage possible et que tout le monde puisse l'emprunter. Par exemple, on aura des réglementations différentes selon si vous passez le pont tel jour ou tel mois. Selon les plaques d'immatriculation de votre voiture. Oui. Merci, Monsieur Su. Elle a vraiment grandi avec ce pont. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire le jour de l'ouverture? Aller sur le pont et admirer la mer. Limoyenne. Bonjour, je suis en seconde au lycée affilié à l'Université de commerce international et d'économie. En seconde. Oui, j'aime les ponts depuis toute petite. Dans le parc près de chez moi, il y a un petit pont en bois d'environ 3 mètres de long. Je joue dessus depuis l'âge de 4-5 ans et je suis de plus en plus attachée à lui. Les ponts m'intéressent beaucoup. Au collège, j'ai eu accès à des recherches sur la charge des poutres en bois. Aujourd'hui, j'ai apporté une structure de poutres en bois. Elle peut supporter un poids d'environ 300 kg. 300 kilos, ces petits bouts de bois? Oui, si la force est uniforme. C'est vous qui l'avez faite? Oui. Regardez, ça et ça. Quand la force la presse par le haut, ce bord ici est tendu, avec ces deux endroits-là comme point d'appui. J'ai compris. Si la force à exercer n'est pas uniforme, cette structure, elle va... Vous voulez dire que mon corps n'est pas uniforme? Mais non. Elle a peur, hein? Vous êtes... En seconde. Exact. Ah, en seconde. Alors vous avez commencé à étudier la mécanique. Oui, en effet, on a commencé à l'étudier en 3e. D'accord. Votre prof est toujours capable de vous enseigner des trucs? Oui. Quelle est votre question pour Monsieur Su? D'après ce que vous avez dit, quand on construit le tunnel sous-marin, il existe une grande pression hydraulique. Comment avez-vous résolu ce problème? La coque des éléments du tunnel est en béton armé et elle est épaisse de 1,5 mètre. 1,5 mètre. Oui. La structure est comme la vôtre. Il existe aussi des éléments obliques au milieu. À 30 mètres sous l'eau, la pression hydraulique latérale atteint environ 10 000 tonnes. Lorsque les deux éléments sont joints, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux? Il y a des joints d'étanchéité en caoutchouc à chaque extrémité des sections. Quand on effectue la jonction entre les joints, un espace qui contient de l'eau se forme. En pompant l'eau, la pression latérale resserre les deux tronçons du tunnel. On profite de la force naturelle. Oui, on les resserre en profitant de la pression hydraulique. Donc, beaucoup d'ingénieurs transforment les problèmes en avantages. C'est pareil pour ma structure en bois. Elle est vide au milieu. Elle doit aussi supporter une grande pression. Comment je fais pour améliorer sa structure?
Votre structure, elle aurait dû être courbe, mais elle est polygonale. Normalement, il faut une forme de chaînette, mais sans être circulaire. C'est comme lorsqu'on tend une chaîne et qu'on pend un objet au milieu. Oui, Et puis on l'inverse et on obtient ainsi la forme voulue. oui, c'est ça. La forme de la chaînette permet de supporter une très grande force. Souvenez-vous de ça et documentez-vous de retour chez vous. Votre structure est déjà assez bonne, mais pas encore idéale. J'espère que la prochaine fois, vous nous apporterez un autre ouvrage et que vous pourrez dire « Monsieur ça, montez dessus, sans souci Ok. ». Je crois que tôt ou tard, vous réussirez. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de difficultés lors de la pose du premier tronçon. Je sais que ce tunnel est composé de 33 éléments en béton. Pour les poses qui ont suivi, les tronçons ont été installés sans difficulté? Vous pensiez peut-être que la réussite de la première installation annonçait la réussite de toutes, mais alors qu'on avait résolu un problème essentiel et qu'on essayait d'installer l'élément E15, il a fallu revenir à quai 2 fois. La première fois, c'était le 16 novembre 2014. On a transporté E15 à destination et on a demandé au plongeur de voir l'état du lit de gravillon sur lequel on va déposer l'élément en béton. Il a dit « ça ne va pas, la vase s'est épaissie ». On a immédiatement mesuré la densité de la boue et on a trouvé que le chiffre était plus élevé que dans nos études. Et c'était anormal. Alors, devait-on poser cet élément ou pas? Si on continuait, l'épaisseur de la boue deviendrait une menace pour la sécurité. Oui, ce n'était pas comme prévu. Oui, c'est ça, il y avait des risques. Si on devait ramener ce tronçon, on savait comment le transporter vers la destination selon un ensemble de procédés. Mais on ne maîtrisait pas les techniques de retour. Donc on voulait le laisser sur place. Mais le temps était menaçant, alors que faire? Finalement, on a décidé de le ramener. Et sur le chemin du retour, près de la cale sèche, les vents étaient violents et les vagues frappaient le bateau si fort qu'un ouvrier a failli tomber dans la mer. Les autres l'ont retenu avec une bouée de sauvetage et l'ont ramené à bord. Puis notre bateau est retourné au quai. Et là-bas, une centaine de personnes du camp qui n'étaient pas parties en mer faisaient la queue et nous attendaient. Pour vous encourager. Oui, pour nous encourager et pour nous dire de ne pas déprimer et de continuer à travailler. Puis on a analysé pourquoi la vase était devenue si épaisse. Selon nos recherches, normalement, l'épaisseur ne devait pas dépasser nos critères. On a découvert ensuite qu'il y avait beaucoup de bateaux qui prenaient du sable des fonds marins en amont, puis le lavaient dans l'eau. De la vase était ainsi créée et se déposait à l'emplacement du tunnel. Plusieurs instituts ont coopéré et ont développé des techniques capables de prévenir un excès de vase. Il fallait anticiper dans différentes circonstances, ainsi les travaux pouvaient commencer. La deuxième fois, c'était avant la fête du printemps. Pendant les 10 premiers jours de préparation, toutes les conditions météo étaient bonnes. On a commencé à déposer un lit de gravillon sur la souille et les travaux ont continué même pendant la fête du printemps. On examinait matin et soir et tout allait bien. Le 25 février, on a fait un deuxième essai, tout près de notre destination. On a découvert un objet douteux au fond, et le plongeur est allé vérifier à cet endroit-là. Ça n'a toujours pas marché. Non, il fallait... Il fallait encore rentrer? Oui. Sur le chemin du retour, 2 commandants adjoints avaient les larmes aux yeux. Et ça se comprend. Ils nous ont dit qu'ils avaient tout préparé pendant plusieurs mois et vérifié tous les matins que tout allait bien. Pourquoi ça ne marchait toujours pas alors? Cette fois, on avait perdu non seulement du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Surtout qu'on avait vraiment beaucoup travaillé. Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours des problèmes? Ils étaient vraiment déprimés. On a tenu une réunion de crise sur le bateau. En analysant la situation sur place, les experts ont fait la conclusion suivante. La boue accumulée des 2 côtés s'était effondrée. Le 26 et 27 mars, on a refait la préparation et pris beaucoup de mesures pour contrôler en avance l'excès de boue des 2 côtés. La 3e fois, on a enfin réussi à poser ce tronçon du tunnel à sa place.
Pendant le processus, vous avez bien tenu le coup? J'étais sur place les 3 fois. Vous étiez sur place. Oui, je devais encourager les autres et décider de ce qu'il fallait faire après. Et quand les autres pleuraient, vous... J'ai résisté à ces fortes pressions et j'ai continué à travailler fermement. En vous écoutant parler, je trouve que je vous ressemble beaucoup sur cet aspect-là. Certains ne comprennent pas pourquoi j'ai fait une telle structure en bois. Mais mes amis m'ont beaucoup soutenu. Un camarade de classe m'a dit que pour me soutenir, il pourrait m'expliquer les cours que je manquerais. Je remercie tout le monde pour vos soutiens et vos encouragements. Plus tard, j'aimerais aussi faire des études universitaires dans cette spécialité et en faire mon métier. Bien. Eh bien, j'espère que vous deviendrez une excellente ingénieure en structure. Alors. Donnez-moi votre œuvre. Vous pouvez me l'offrir? Ça ne vous rendra pas triste? Parce que je veux la garder. Je pense que peut-être vous deviendrez une architecte ou un ingénieur célèbre. Et dans ce cas, eh bien cet objet aura une grande valeur. Merci. Bonjour Monsieur Su, bonjour Monsieur Sa. Je viens du village de Molao dans le Hunan. Je suis l'assistant du chef du village. Aujourd'hui, j'ai 2 questions à vous poser. Tout d'abord, je crois que le pont Hong Kong, Jura et Macao est le plus grand pont que vous ayez conçu, mais quel est votre plus petit pont? Il est dans le Shanxi. Dans votre région natale? Oui. Le pont Hantiang du district de Zoyang, sa longueur est de moins de 200 mètres. Pourquoi vous lui posez cette question? Je veux aussi construire un pont dans notre village. Notre village se trouve aux frontières du Hunan, de Chongqing et du Guizhou. Un fleuve nous sépare du district de Songtao dans le Guizhou. Des dizaines d'élèves de là-bas viennent dans notre village étudier. Chaque jour, ils doivent d'abord aller au bord de la rivière par des routes montagneuses, puis prendre un petit bateau en bois pour venir à notre école. Et le soir, ils rentrent par la même route. Le problème, c'est que pendant la période sèche du fleuve, ils ne peuvent pas prendre le bateau. Et quand le niveau d'eau monte, eh bien le bateau tangue. C'est dangereux. Oui, l'hiver dernier, pendant la période sèche du fleuve, un vieux monsieur et un instituteur du village portaient un à un sur leur dos les élèves qui les ramenaient chez eux de la même manière après l'école. Avant de venir à Beijing, je suis allé spécialement à l'école et j'ai demandé aux élèves à quoi ressemblait un pont selon eux. Ils ont exprimé leurs idées avec des dessins. Ouais, c'est très intéressant. Pourquoi la tour Eiffel est près du pont? Et ça, c'est Big Ben à Londres. Oui. Ils pensent que leur pont est aussi important que ces célèbres monuments. Ils ont beaucoup d'imagination. Et il est écrit au-dessous, les voitures peuvent aussi passer sur le pont. Les dessins de ces enfants expriment leur conception des ponts, un espoir. L'un de ces dessins a été fait par un enfant du Guizhou. Il a dessiné très sérieusement. En fait, par rapport aux autres ponts, le sien est tout simple. Et je lui ai demandé pourquoi les lignes de son pont étaient si étroites et la structure si simple. Et il m'a dit, je veux juste un pont qui me permette de traverser le fleuve. Ah oui, ça c'est faisable. Vous ne pouvez pas dire comme ça. Les autres enfants vont être tristes. Vous voulez dire que son pont est plutôt simple à construire? Oui. Les ponts des autres enfants ont des courbes, des voûtes. La construction est peut-être... Plus compliquée. Oui. J'ai aussi une autre question. Les transports dans notre village sont difficiles. S'il faut utiliser de grands véhicules pour transporter les matériaux, c'est plutôt complexe. Oui, il n'y a pas de route. Oui, c'est difficile de transporter là-bas de grands matériaux. Les équipements de construction ne peuvent pas y aller. Alors, Monsieur Su, d'après vous, quel genre de pont est le plus approprié? De quelle manière on devrait le construire? Aujourd'hui, j'ai apporté une planche à dessin. Je ne sais pas si Monsieur Su pourrait... Vous voulez dire que Monsieur Su vous donne un plan de conception? Ah, vous voulez me tester, hein? Je n'ai pas appris le dessin d'architecture, je suis ingénieur de structure. Mais vous pouvez construire en hiver, non? Quand vous aurez posé les fondations, vous pourrez préfabriquer des éléments comme des blocs de ciment. Des piliers. Oui. Et pour des raisons esthétiques, on construit un pont avec des arcs dans les régions montagneuses.
Et bien sûr, vous voyez, il y a aussi... Des ouvertures. Oui, le tablier du pont peut aussi être fabriqué sur place, puis être installé avec une simple grue. Autrefois, quand il n'y avait pas d'équipement, comment faisaient les paysans? Eh bien, en hiver, sur un côté du lit de la rivière, ils procédaient au remblai pour former un arc. Puis ils mettaient directement le tablier au-dessus. Ou bien ils versaient directement du béton armé, puis déplaçaient la terre au-dessous. Et ce pilier, Ça, on peut l'installer en avance. Les Chinois sont bons dans le... système D. Oui, le système D. Les maçons paysans qui savent construire une maison savent aussi construire un pont. Et au niveau du financement, en ce moment, on cherche encore des fonds un peu partout parce que le plan de conception est le premier pas. Écoutez, allez chercher le dirigeant local chargé de ce type de construction. Dites-lui que c'est l'ingénieur en chef du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao qui l'a conçu pour vous. Dites-lui que ce plan de conception est gratuit. Peut-être qu'il ne va pas vous croire. Alors signez votre nom. Quand je lui ai dit de signer, Monsieur Su est devenu sérieux. C'est un cadeau spécial. Le pont construit dans le futur sera peut-être différent de celui-ci. Mais dès aujourd'hui, le rêve des enfants se réalise petit à petit. Monsieur Su, je vous remercie au nom de tous les enfants de notre village. Merci Monsieur Sa. Merci aussi aux jeunes comme vous. Continuez à faire des choses utiles pour les villageois. Merci. Merci Monsieur Su. Je suis étudiante au département journalisme et communication à l'université Tsinghua. En octobre 2016, j'ai eu l'honneur d'aller sur le chantier du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao pour faire 5 jours d'interview. J'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs et d'ouvriers. Je voudrais savoir de quoi vous parlez en général en tant qu'ingénieur en chef avec les ingénieurs et ouvriers. Ça ne va pas? Ils me disent souvent 2 phrases. L'une, c'est « je suis fier d'avoir participé à ce projet ». Et l'autre, c'est « ce boulot est vraiment pénible ». Beaucoup de gens disent « quand je travaillais dans les autres chantiers, on était satisfait de mon boulot. Pourquoi vous n'êtes toujours pas satisfait ?» Parce qu'on cherche une longue durabilité et une haute qualité. C'est une exigence non seulement pour les concepteurs, les cadres, mais aussi pour les ouvriers. Il faut insuffler l'exigence de haute qualité à tous les ouvriers pour que cela devienne une habitude et qu'ils souhaitent toujours s'améliorer. J'ai l'honneur d'avoir interviewé M. Guan Yan'an. Son travail est d'installer les équipements et câbles avant la jonction des tronçons du tunnel sous-marin. Pour faire simple, il se charge de serrer les écrous. Il est maintenant sélectionné pour être meilleur ouvrier spécialisé de Chine. Waouh, ça c'est génial. Un tronçon de tunnel a plus de 20 000 boulons. M. Guan doit atteindre un taux de précision de moins d'1 millimètre, avec seulement une clé à molette. C'est lui? Oui, c'est M. Guan. Si notre tunnel préfabriqué est d'une si bonne qualité, c'est grâce à nos ouvriers qui cherchent toujours la perfection et travaillent méticuleusement. L'esprit d'équipe et l'esprit des maîtres artisans qu'on préconise en ce moment constituent la condition même pour réaliser des projets de haute qualité, et ce, à l'échelle internationale. On doit les remercier. Quand on était à l'école, il y avait un texte intitulé « Le pont du fleuve Yangtze à Nanjing ». Si on vous invite à écrire pour la prochaine génération un texte intitulé « Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao », comment allez-vous l'écrire? Maintenant, vous devez non seulement concevoir un pont pour les enfants, mais aussi leur rédiger un texte. Il y a plus de 700 ans, Wen Tianxiang, en passant par l'estuaire de la rivière des Perles, a écrit un poème pour exprimer son patriotisme. Cela me rappelle une période tragique de notre pays. Oui. En 1840, la guerre de l'opium a aussi commencé par l'estuaire de la rivière des Perles. La prohibition de l'opium à Humen a eu lieu près de notre pont. Cet endroit a été témoin d'une partie humiliante de notre histoire. Pour construire un pont sur cet estuaire, il nous a fallu innover. Cela montre aussi que nous pouvons construire des ponts aussi bien que les étrangers. Merci, Monsieur Su. Donc, le titre de ce nouveau texte sera « Nouveau passage sur l'estuaire de la rivière des Perles ». Entre l'idée de construire ce pont et la réalisation du projet, 30 ans se sont écoulés. Hong Kong, la perle de l'Orient, a attendu ce pont près de 20 ans. Aujourd'hui, toutes les attentes ont leur réponse.
Cette nouvelle route relie la partie continentale de la Chine, Hong Kong et Macao. Merci encore une fois aux concepteurs et aux constructeurs. Merci pour tous les efforts que vous avez faits. Merci pour votre excellent discours et à la prochaine. Merci.